Oyez, gentes dames et braves messires, vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Parlons peu, parlons bien d'humour et de littérature avec Juliette Bontou, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Juliette Bontou. Bonjour Roméo. Merci d'avoir accepté de vous esbaudir avec moi. C'est bien Shakespeare qui serait content de notre présence ensemble aujourd'hui. Vous êtes la fondatrice et la directrice générale des Éditions des Libertés, une maison d'édition indépendante, c'est bien ça, que vous avez créée en 2022, à l'âge de 23 ans. Pourquoi avez-vous choisi de donner corps à des livres? S'agit-il d'une vocation chez vous? Alors déjà, en 2022, j'avais 22 ans. Ah. Mais bon, on s'en fiche. Non, c'est un En détail. fait, c'est parti d'un projet très personnel où j'ai commencé à travailler avec Thierry, le cofondateur, pour justement pouvoir auto-éditer pendant le Covid, travailler sur ses livres et un peu projet passion, de pouvoir faire en sorte qu'ils aient des couvertures et qu'ils soient mis en page et que lui il puisse les vendre. Et à partir de là, on a vu qu'en fait, on avait un fonctionnement qui fonctionnait très bien par rapport aux auteurs et en fait qui leur convenait beaucoup plus que ce qu'ils pouvaient retrouver un peu dans le secteur actuel, notamment vis-à-vis de l'accompagnement, mais aussi par rapport à la culture qu'on pouvait avoir en travaillant en équipe, en leur demandant complètement leur avis sur les couvertures, les mises en page, les corrections. C'était vraiment un travail d'équipe. Et petit à petit, en fait, c'est parti de là. Donc c'est parti d'un projet passion qui a grandi. Et au fur et à mesure, les auteurs nous ont fait de plus en plus confiance. Alors, vous parlez d'accompagnement des auteurs. Exactement. Vous parlez d'auteurs qui vous font confiance. Cela signifie-t-il que les auteurs que vous accueillez dans votre maison d'édition se sentent un peu comme chez eux? Je pense que c'est un peu le but d'une maison d'édition. Enfin, le mot Oui. maison en soi représente quand même quelque chose de chaleureux et d'accueillant, exactement. Donc oui, nous, l'objectif, c'est vraiment que c'est quand même une relation professionnelle. Parce que l'objectif, c'est que leur livre il puisse être commercialisé et que ça se vende et que ça atteigne le lectorat ciblé. Mais un livre, c'est un objet qui est très personnel, notamment pour l'auteur. Il ou elle a mis des années potentiellement à l'écrire. On a un auteur qui a mis 30 ans à écrire un de ses livres. Et je pense que c'est quand même très important d'apporter ce côté d'échange et de justement pouvoir leur demander qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre vision à vous pour la couverture? Et après, vraiment d'entamer une conversation sur pourquoi est-ce qu'on ferait les choses peut-être un peu différemment, quels éléments est-ce qu'on peut incorporer et vraiment créer un travail d'équipe en fait. Oui, donc effectivement, puisque vous créez un véritable travail d'équipe, ce sont des auteurs auxquels vous accordez une très grande liberté. Que signifie pour vous être libre? Très bonne question. Pas facile à y répondre. Hein. Je suis là pour ça. Je pense que c'est pas très juste de décrire la liberté en disant d'être libre de ses choix, mais c'est déjà ça. Mais c'est un peu ça. Oui. Alors justement, vous faites des choix éditoriaux, puisque vous publiez des romans dont les intrigues sont à la fois historiques, aventureuses, donc il s'agit de récits qui font la part belle en quelque sorte au plaisir de lire. Ouais. Et dans cette optique de divertissement, quelle est la place de l'humour, voire du comique, par exemple dans un roman qui réunit à la fois histoire et aventure? Je pense que l'humour, déjà l'humour, ça parle à tout le monde. L'humour, c'est universel. Je pense que ça peut ajouter une énorme profondeur, que ce soit au personnage ou que ce soit au contexte du livre. Par exemple, on peut utiliser l'humour dans certains cas pour justement, quand il y a des contextes, pour nos livres, des contextes historiques qui peuvent être très lourds, très douloureux et même sombres. L'humour peut vraiment apporter une petite touche qui rend justement cette période qui... Je prends la Shoah par exemple. L'objectif de l'humour, ça va pas être de se moquer de cette époque ou des événements qui ont eu lieu, mais ça peut être une touche d'humour pour décrire un personnage on va dire un personnage qui a eu un énorme impact ou un personnage qui a fait quelque chose de terrible et justement pouvoir vraiment comprendre. Ça aide à comprendre les personnages, ça aide à comprendre les contextes et ça rend plus accessible justement beaucoup de faits. Dans cette perspective d'accessibilité dont vous parlez, vous avez décidé de nous présenter une nouvelle qui vous a bien fait lire. Oui. Pouvez-vous nous la présenter, Juliette Bontou? Oui, alors c'est une nouvelle de Roald Dahl. Donc Roald Dahl qu'on connaît notamment pour ses livres d'enfants, Charlie la chocolaterie, James et la grosse pêche. James et la grosse pêche, Mathilda, etc. Et il a aussi un recueil de nouvelles qui est moins connu,
et qui est plutôt ciblé pour des adultes. Et c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Kiss Kiss et qui explore en fait les traits de caractère humains, mais surtout les traits de caractère plutôt sombres. Et donc là, c'est une nouvelle qui s'appelle Tous les chemins mènent au ciel. Eh bien, nous vous écoutons. Toute sa vie, Madame Foster avait souffert d'une crainte presque pathologique de manquer le train, l'avion, le bateau ou même le lever du rideau au théâtre. Mis à part cette hantise, ce n'était pas une femme particulièrement nerveuse. Seule la pensée d'être en retard la mettait dans un tel état qu'elle conservait un tic. Un tout petit muscle au coin de l'œil gauche se mettait à sauter, ce qui lui donnait l'air de cligner constamment de l'œil. Et cela ne voulait jamais s'arrêter avant le départ. Départ sans histoire, du train, du bateau, etc. Et cela durait encore près d'1 heure. Il est extraordinaire de constater comme, chez certaines personnes, la peur de manquer un train peut dégénérer en obsession. Une demi-heure au moins avant le moment de quitter la maison pour aller à la gare, Madame Foster sortait de l'ascenseur, prête à partir, avec son chapeau, son manteau et ses gants. Incapable de s'asseoir, elle voltait de chambre en chambre jusqu'à l'apparition de son mari, dont la voix calme et sèche suggérait que c'était peut-être bien le moment de partir. Merci beaucoup. Le narrateur n'est pas très tendre avec ce couple qu'il évoque avec un humour un peu British. caustique, un peu british. Alors, un peu british, vous dites, on va y revenir, c'est très intéressant, c'est assez jubilatoire. Vous êtes tenté de qualifier cet humour de britannique. Qu'est-ce qu'un humour british ? C'est un peu dans le cliché des Anglais, des British et qu'on peut avoir ici en France. C'est un humour où on ne dit pas ce qu'on pense vraiment. Ça va être, on va, par exemple là, dans ce cas-là, on va tourner toute une histoire en disant oui, c'était la femme parfaite, lui c'était le mari, mais il lui voulait pas de mal. Et en fait, c'est un sous-entendu qui persiste à travers toute la blague ou tout le long. Et qui va justement être très subtil. Mais qui dit humour british dit humour national finalement, humour qui appartient à un pays. Est-ce que cela signifie qu'il existe des humours nationaux, donc un humour français par exemple, un humour italien, un humour suisse? Je sais pas trop. Après moi, ayant grandi en Angleterre, ayant vu les différences point de vue humour entre la France et l'Angleterre, moi je serais tentée de dire oui. Je sais que quand je suis arrivée en France, il m'a fallu un peu de temps pour m'adapter à l'humour français, pour vraiment le comprendre. En France, on utilise beaucoup de références, que ce soit des rêves par rapport à des films, à des personnalités ou autres. Ça se fait pas du tout en Angleterre. Et puis même, je pense qu'il y a des légères subtilités que je ne saurais pas décrire, mais même dans le contexte, dans les sujets qui sont choisis pour les blagues. En Angleterre, il y a énormément d'humoristes, par exemple, ou même on peut le voir dans le cas de Roald Dahl, qui font justement de l'humour et des blagues autour du quotidien. Des choses vraiment anodines du quotidien auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé. Ça peut être, bon là c'est le fait que Madame Foster n'aime pas être en retard et qu'elle a cette lubie de toujours partir trop en avance. Et dans un autre exemple, ça pourrait être faire tout un sketch. Il y a un humoriste qui avait fait tout un sketch autour du fait que ses enfants ne voulaient pas mettre leurs chaussures le matin. Oui. Et donc c'est pas nécessairement des sujets qui sont très poussés, mais l'humour va vraiment être autour du quotidien et autour du vécu. Oui, alors parlons-en justement du vécu, en l'occurrence du vécu de Madame Foster, dont vous nous avez parlé dans cet extrait. Vous avez parlé de lubie, il n'est pas très flatteur son portrait, il y a même quelque chose peut-être de vaguement misogyne, ce qui peut paraître un peu dérangeant, surtout à notre époque, une époque où l'égalité civile entre les femmes et les hommes a désormais pris un sens concret. Mais alors, pensez-vous justement que pour réussir son coup, l'humour doit être dérangeant ? Je pense pas qu'il doit être dérangeant. En fait, je pense que aussi l'humour, c'est très personnel. D'une part, c'est le vécu, c'est les expériences partagées. Il faut vraiment pouvoir, pour comprendre, là, on comprend un peu l'humour autour de Madame Foster qui n'aime pas être en retard, parce qu'on a tous, ou à peu près tous, connu quelqu'un qui n'aime pas être en retard. Et de se dire, non, mais c'est pas grave, on part dans 5 minutes, alors que la personne, elle est en train de nous presser devant la porte et il y a un quart d'heure de trajet, alors que le train, il est dans 1 heure. C'est des expériences qu'on a tous connues. Et donc je pense que ça en revient un peu à l'humour national aussi. Je pense qu'il y a des types d'humour qui changent en fonction des pays.
justement parce que les expériences culturelles et les expériences vécues des gens ne sont pas les mêmes. Donc l'humour est à la fois personnel et culturel, si je vous suis bien, en quelque sorte. Je pense. Très bien. Je suis absolument ravi que cet entretien se termine beaucoup mieux que la pièce de théâtre de Shakespeare, Juliette Bontoux, je suis très content. Alors, on ne va quand même pas se dire au revoir sans une dernière petite recommandation de votre part pour lire de bon cœur. En termes d'humour, je vous conseillerais Les Chicoufs d'Alexandra Pasquet. C'est un roman, je suis un peu biaisée parce que c'est de ma maison d'édition, Édition des Libertés, mais c'est un roman qui suit l'histoire de grands-parents en Bretagne qui accueillent pour l'été leurs petits-enfants. Et en fait, on retrouve toute la dynamique des vacances d'été, comment les grands-parents font pour justement essayer de s'occuper de leurs petits-enfants et de se remettre à leur niveau et de retrouver leur jeunesse. Et c'est rempli d'humour. Alexandra Pasquet est une autrice qui a des origines canadiennes. Et du coup, on retrouve beaucoup aussi de langage un peu qu'ils utilisent là-bas, notamment les chicoufs. Donc voilà, je conseillerais ce livre-là. Un roman sous le signe de l'été, de la fraîcheur et de l'humour. Exactement. Merci beaucoup, Juliette Bontoux, et jusqu'au revoir. Au revoir. Vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Retrouvons-nous sur Deezer, Spotify, Podcastix, Apple Podcasts et YouTube. Jusqu'au revoir.